大家好，Bonsoir, 我叫刘家坤，je m'appelle Liu 我来 Jiakun, 自四川成都。je viens de la ville de Chengdu dans le 我今天 Sichuan, 要讲的题目 dans le 叫“地方 centre-ouest 的 de la 灵魂” Chine. 其实我如 L'intervention, 果老实 j'ai 一 intitulé 点 mon 说， intervention 我所有 L'âme 的 du 讲演 lieu. 都有一个共同的题 À 目， vrai 就叫 dire, 关于我 je 的 peux 工作。 intituler tous 然后 mes interventions 有些这样那样的 ainsi 名字， mon 其实都 travail. 是 Si je 都 trouve des titres 是实际 différents 的内容， à 就只 mes 是关于我的 interventions, 工作吧。 mais en réalité, toutes mes interventions portent sur mon travail 看 et 来我 mes 是得 œuvres. 坐在这儿。四川 Quelques 是 mots sur la 在 province 中 du 国的 Sichuan. 我们叫西南。 C'est 西 une 南其 région 实 située 在地 sur 形上它其实 le 非常 sud-ouest de la 非常 Chine. 靠 Mais si vous regardez la carte de la Chine, 它是 le Sichuan se situe plutôt dans le centre. 它就是这个中间这个绿色的地方。 Vous voyez 它是一个 le 盆地 bassin 啊。 vert 再 au 往 milieu 西 de 就 la 是西 Chine, 藏了。 c'est le Sichuan. Et plus à l'ouest, ce 这 sera 个地方 le Tibet. 本身是个盆地，就是就是 Comme le 历史上叫 Sichuan 做 est un 天府之 bassin, 国，就是很肥沃 il 的 y a 地方。 aussi 但是 un 它 surnom, 到了边缘，它很快就是 la capitale 青 céleste, 藏高原， parce 就是 qu'il 雪 y a, 山 on y 所以它 produit 是一个 des cultures 风景变 différentes et 化比较 variées. 剧烈的地 Le 方。 Sichuan, c'est aussi des paysages riches et variés. 四川出产两样著 Quelques 名的东西，一个是 spécialités 熊猫， locales. 一个是麻 Le 辣火锅。 panda et la fondue 我就把 chinoise 它都 P 到一张图上。 hyper pimentée. 很多人 J'ai 了解 ajouté le 四川 panda 主要 sur 是了 cette 解的 photo. 这些。四川的中心的省会就成都，成 Chengdu 都 est 像 la 那 capitale 个 du 中 Sichuan. 国所有的城市一样，都是一 Chengdu 个 ressemble 在 à 建设中的 beaucoup 城 de 市。 villes 但 en 是这个地 Chine, 方 c'est 有 une 一 ville 些 en 特 plein 点， développement. 就是人们特别喜欢。 Néanmoins, 在中国 à 的城市里 Chengdu, 边， il y a un 相比起来，它 véritable 是一个 art 很 de 休闲 vivre. 的地方。成都 Les 人民特 habitants 别 de 喜欢 Chengdu 在 aiment bien les 竹子 loisirs. 下面 Ils passent 干 souvent 些事情， un 喝 moment 茶 de 或者什么都干。 convivialité, prendre un thé 这 ou 是在 bavarder 中国节奏比较慢 sous 的 les 一个城 bambous. 市，这构成了它的特色。 Le rythme de vie n'est pas très accéléré à Chengdu. 四川这个地方其实是一个少数民族 Quelques mots sur la 很多民 culture 族杂居 ethnique 的地方。 dans le 这 Sichuan, 这张图上第一个其实是 où il y a 羌族 beaucoup 的， d'ethnies. 就很古 Par 老的民 exemple, 族，他们的 Le 那个存 Qiang 在。中间的这个是 au 藏族 milieu, 的， la photo au milieu, ce sont des habitations 这 des 个 Tibétains. 是汉族 Et à droite, 他们都是一 les 些 habitations 各 du 自的特 peuple 色的一 des 些 Han. 存在。它其实它是一个多民族杂居的地 Ces 方，所以 habitations 文化也 sont 就比较多 visiblement 元。 différentes en style, parce qu'elles appartiennent 四 à 川除了文 des 化比较多元，然后人 ethnies 们都是 différentes. 那个地方和中国其他地方相比起来，人 Ah, 们比较 au 自由 Sichuan, 啊。 on y 那 trouve 种无 aussi 拘无 des 束的那个状 artisanats 态，其实 locaux. 对我来说是很 J'aime beaucoup 有启 la 发的啊。 liberté 第 des 一张是那 habitants 个 du 成 Sichuan. 都发大水 Ils 的 sont 时候。 créatifs. 发大 Voyez 水的时候， la 这是 première 史 photo, 上最牛的 c'est 扫地车。 une 这是结 invention, 婚， c'est une 这个嘛 solution 就是 face à une 反正打 inondation. 台球 Et la 啊 deuxième photo 这样的 et la 我 troisième 我 photo, 称 ce 为 sont tous 那 des 个草根的 solutions 智 innovantes 慧啊， inventées 因为他们 par les 他 peuples 们的那 du 种状 Sichuan, 态 ce que 和 j'appelle 就给我很多启发。 grassroots wisdom, l'intelligence des petites gens. 我做建筑，其实我 En 是 tant 一个我年 qu'architecte, 龄不小了，但是我做 Je dois 建筑比 avouer 较 que je ne 晚 suis plus très 也 jeune, 就是20 mais 年 j'ai 前 commencé 才 l'architecture 开始的。但是 assez 我大 tard, 学是 il 学 y a 的 environ 学 20 的 ans. 建筑，学了 J'ai 建筑以后 étudié 就没有做建筑， l'architecture à 有 l'université, 10 mais 多 je ne 年 suis 都在 pas 写作， immédiatement 然后 devenue 才 architecte. 2000年成立事 Je 务 me 所 suis 又回来 dédiée 做 à la 建筑。 littérature pendant une dizaine 建筑 d'années 是 avant de 都知道是一个 revenir 特别 à 综合的 l'architecture. Comme vous le savez, 那个行业啊，所以 un architecte, c'est un 我做了一 travail 个6面 complexe. 体，我说我要关注很多问 J'ai 题， donc 自 créé 然 ce 共生、经 cube 济策 à 略、 6环保、 faces. 历史现实、 Ces 6个人 faces 记忆 sont 还是转移。 symbiose 当然 avec 我 la 还可以 nature, 再 les 变出12 solutions 点来啊 folklore, 这是主要的 l'histoire 讲的 et, 主要的 et le contemporain, etc. 我就 Ces 6今 faces 天我 du 要讲 cube 的那 représentent 些 les 6项目 faces de mon travail. Aujourd'hui, je vais 是 vous présenter ces 6主要 faces de 是 mon 那 travail 个 avec des projets concrets, 2008年地震以后的，但是一个 en 建筑 mettant 师 un 反 accent 正 sur 一辈 les 子其实也 œuvres 做不了几个项目。 d'après 2008, après le grand séisme 2009 du 年我 Sichuan. 在这个地方来讲过，
J'ai déjà donné une conférence en 2009 et mon intervention aujourd'hui, dans mon intervention aujourd'hui, vous trouverez des éléments répétés par rapport à mon intervention de 2009. Néanmoins, aujourd'hui, je mets l'accent sur mes œuvres créées après 2008. Je commence par un musée d'art bouddhique, un projet phare depuis la création de mon cabinet d'architecture. Je dirais aussi que la construction de ce musée a fait ma réputation. Les mots-clés de ce projet sont la symbiose avec la nature. Voici le lieu sur lequel le musée est construit. Une rivière traverse le musée et des espaces boisés. Le musée occupe une superficie modeste. Voici le premier phase de travail d'environ 1000 mètres carrés. Dans ce projet, j'ai adopté deux concepts. Un concept linéaire qui est très lié à la culture traditionnelle chinoise. En Chine, si on veut arriver d'un point A au point B, on fait des chemins sinueux au lieu de mettre une ligne directe entre ces deux points. L'autre concept, la symbiose avec la nature. Pour moi, l'architecture, les espaces de bois, de bambou et les espaces entre les bois sont pour moi des éléments que je mets sur un pied d'égalité. Vous voyez sur ce plan des groupes de bâtiments. Ce musée est constitué de petits bâtiments, petits édifices. Il n'y a pas de fenêtres dans ces bâtiments. L'aération et l'éclairage est assuré par les espaces qui séparent ces petits bâtiments. Et il y a une vraie symbiose entre la nature et les bâtiments. Voici des maquettes. Vous voyez, ce sont des édifices de taille modeste qui constituent un ensemble. Voici un plan d'étage. Il y a des blocs plus petits et des blocs plus grands. Attendez, j'ai du mal à manipuler cet ordinateur. Voici des vues en coupe. Il y a une pente, une passerelle en pente et des interstices pour l'éclairage. En Chine, surtout dans la campagne, il y a une règle tacite. Si un architecte occupe un terrain agricole, l'architecte est obligé d'engager les agriculteurs pour que ces derniers puissent gagner leur vie. C'est une pratique courante. Des fois, l'architecte est obligé de le faire. Sinon, les agriculteurs peuvent saboter la construction. C'est donc une règle tacite. Ces agriculteurs sont des travailleurs de construction peu expérimentés. Ils ne sont pas formés non plus. Si vous les appelez pour construire des immeubles, à mon avis, ils ont des méthodes primitives et ils ont appris sur le terrain. Donc, lorsque j'ai conçu ce projet, j'ai commencé par ce dont ces agriculteurs sont capables de faire. Dans le cas contraire, je conçois un musée très sophistiqué, mais mes travailleurs, qui sont anciennement des agriculteurs, sont incapables de le réaliser. Ce sera du gaspillage. Ainsi, je conçois mon œuvre en fonction des capacités des travailleurs.
Ainsi, dans les 6 faces dont je vous ai parlé de ce cube, il y a une phase solution de faible technicité. Néanmoins, la faible technicité ne veut pas forcément dire une qualité inférieure. C'est quelque chose que j'ai appris de mon expérience. J'ai appris à travailler avec des agriculteurs. Alors voici une façon de combler ce manque d'expertise. Ces personnes, ces paysans, agriculteurs ne savent pas ériger un mur droit. Donc il a fallu trouver un moyen pour y parvenir. Donc d'abord, je leur ai demandé de construire un mur de briques auquel nous avons adossé un gabarit. Et ce gabarit, lui, sert à assurer la rectitude du mur. Ce gabarit, nous l'avons fait en bois. Et c'est ainsi que nous avons pu détourner et pallier ce manque de technicité. De plus, ce gabarit présente plusieurs avantages que vous voyez ici sur la diapositive. Elle permet de combler et de cacher un certain nombre de défauts, mais également elle a d'excellentes qualités thermiques. Et c'est en plus un matériau extrêmement souple, ce qui permet au mur d'évoluer, de respirer. Vous voyez ici des scènes du chantier. Nous avons fait tout un tas d'essais. Vous voyez, c'est toute une série de murs. Donc nous avons essayé différentes façons pour parvenir donc à l'érection de ces murs en béton. Alors c'est un musée de sculpture bouddhique qui fait référence à toutes ces sculptures bouddhiques qui ont été importées de l'Inde en Chine. Je ne savais pas, je ne m'étais pas vraiment exercée à la construction des musées. Je n'ai pas voulu, pour ce projet, abattre un seul arbre. Tout le monde aime les arbres. Alors, vous voyez cette statue, elle repose sur un socle qui est une fondation souterraine que l'on a retournée. Et c'est ainsi que j'ai créé ce piédestal pour cette statue. Donc, je vous l'ai dit, aucun arbre n'a été abattu, ce qui donne ce type de paysage avec ces allées qui traversent les différents bosquets. Et donc, ces passerelles transpercent ces arbres. On les a surélevés pour permettre une meilleure communication. Et c'est finalement un réseau extrêmement organisé de petites passerelles. Vous voyez ici des bambous en bosquet. C'est un musée également dans lequel il y a un étang sur lequel nous avons construit une passerelle comme un pont, mais qui est très étroit. Il n'est large que de 70 cm. Et c'est pour permettre finalement une circulation individuelle pour un meilleur ressenti, une meilleure expérience de l'environnement.
Et donc, on surplombe cet étang avant d'entrer dans le musée. Alors, vous voyez ici les lumières qui pénètrent dans le bâtiment grâce aux interstices qui ont été coupés dans le bâtiment lui-même. Alors, un autre hall, une autre salle d'exposition. Il a fallu que je contrôle, enfin que je gère bien la lumière, sachant que certains endroits sont plutôt obscurs. Donc j'ai utilisé l'eau et ses fonctions de réfraction de la lumière pour justement illuminer les endroits qui étaient plus sombres que d'autres. Là, ici, c'est la lumière directement, qui nous vient directement du ciel. Alors, ce puits de lumière, c'est en fait une vitre. Et il y a un interstice de 2 cm, ce qui fait que la vitre n'est pas directement placée au même niveau que le plafond et ça permet une meilleure respiration. Et ce qui permet également d'avoir une température inférieure de 3 degrés en été par rapport à l'extérieur. Et puis, bien sûr, l'hiver, comme il n'y a pas de système d'air conditionné, eh bien, il y fait bon. Bien sûr, on reste toujours dans une perspective de préservation de l'environnement. Alors, vous voyez une coupe ici d'une statue et de la façon dont elle est illuminée. Donc, vous voyez que grâce à ces techniques de pénétration de la lumière naturelle, on n'a pas besoin d'éclairage artificiel. Voilà donc une autre façon de traiter la lumière. On y a mis un panneau, ici, vous le voyez, qui peut être, qui est considéré comme un fond, finalement, une toile de fond pour l'exposition d'une sculpture, avec un puits de lumière juste au-dessus. Puits de lumière naturelle. Alors, il est un petit peu différent de ce que j'ai précédemment expliqué, c'est-à-dire que ce puits de lumière est alimenté de 3 directions différentes. Avec une lumière qui vient du sommet pour la magnificence, une autre lumière qui vient des côtés et qui lui donne un air dramatique. Et donc, ces 3 directions, la lumière qui vient de ces 3 directions donne à cette sculpture un aspect de sérénité. Et la sérénité est au cœur de l'esprit bouddhique. Et donc, comme elle est en contre-jour, cette sculpture apparaît de manière encore plus nette. Encore des vues de cet étang, ici organisé en petits corridors d'eau. C'est un musée donc bouddhique, comme je l'ai déjà dit, donc nous n'avons pas utilisé de fer. On n'a pas utilisé ce matériau, mais plutôt du bois. Et là, vous voyez une canalisation que nous avons finalement érigée à la verticale, plutôt que de la laisser à l'horizontale. Notre vue de l'extérieur du musée. Donc c'est un autre piédestal comme celui que j'ai expliqué précédemment. Alors, une autre vue de la phase 2 de la construction, ici aussi avec un sol et la présence de l'eau, et puis des pierres placées ci et là pour permettre la traversée. En fait, c'est joli quand il y a de l'eau. On pourrait se dire c'est pas joli quand il n'y a pas d'eau. C'est pour ça qu'on a mis des pierres. Comme ça, même quand il n'y a pas d'eau, c'est joli. Une autre vue. Donc là, à l'ombre des bambous.
Alors, c'était le premier projet dont je voulais vous parler après 2008, donc après le tremblement de terre de Wenchuan de la province du Sichuan. Beaucoup de maisons ont disparu avec ce tremblement de terre. Plus de 10 000 personnes sont sinistrées dans ce tremblement de terre. J'ai moi-même participé aux travaux de reconstruction. Je me suis rendue dans de nombreuses zones sinistrées et j'y ai vu ces montagnes de ruines suite à l'écroulement de ces maisons. Il y avait bien entendu un besoin énorme en matériaux pour la reconstruction. Et donc, j'ai souhaité utiliser ces matériaux issus du tremblement de terre afin de les recycler pour la reconstruction. Ici, vous voyez que j'ai un masque parce qu'il y avait beaucoup de cadavres et donc une odeur pestilentielle difficile à respirer. Donc vous voyez ici une étendue de ruines. Ce que nous avons fait, c'est que nous les avons concassés en petits grains afin de les utiliser pour la création de nouveaux matériaux. Plein de petits ateliers se sont ainsi créés pour la construction, le recyclage de ces matériaux grâce à des toutes petites presses et des petites presses manuelles. Donc ce sont des moyens très rudimentaires qui ont été, dans un premier temps, mis en place. Nous en avons réalisé ces petits morceaux et qui ont été à l'époque utilisés comme des matériaux d'urgence pour la reconstruction. Beaucoup de fibres également sont utilisées, outre les matériaux issus des ruines. Donc c'est à la fois une renaissance, pas uniquement une renaissance du point de vue des matériaux, mais aussi une renaissance de tout l'esprit qui avait ainsi disparu. J'ai poursuivi ce travail. Ça fait très longtemps maintenant que je suis investie dans cette action qui dépasse aujourd'hui largement le cadre du tremblement de terre de Wenchuan. En 2009, on a donc construit un petit site industriel pour la production de ces briques recyclées. Oh, je ne vois pas bien l'heure, je suis désolée. Ici, ce ne sont pas des montagnes, hein, ce sont juste des tas, des amas de ruines. Je continue mes recherches sur ces matériaux parce qu'ils présentent plusieurs avantages. D'abord, ils sont peu chers. Ils sont sur le terrain, donc on n'a pas besoin de les transporter. Mais c'est un marché aussi, parce qu'on connaît que le marché de la construction est un marché très féroce. Donc, il faut à la fois que le matériau soit peu cher, mais qu'en plus, il plaise. Et donc, ces matériaux recyclés satisfont à toutes ces exigences. Ce sont de beaux matériaux d'un point de vue visuel et puis ils peuvent prendre plein de formes différentes, comme celle-ci par exemple, utilisés pour les revêtements au sol et qui permettent l'écoulement de l'eau. Là, c'est également un autre matériau utilisé pour les revêtements de sol, mais qui ne laisse pas passer l'eau pour le coup. Alors, nous n'avons pas utilisé ces premiers matériaux issus de ces presses manuelles. Nous ne les avons pas utilisés pour construire des vraies maisons en physique.
Mais j'ai parlé de ce projet lors de la 11e biennale d'architecture à Venise. Donc nous en avons transporté un certain nombre. Et c'est sur place que nous avons construit un mur d'une vingtaine à une trentaine de mètres. Et puis ces briques ont trouvé leur utilisation petit à petit. Alors regardez ici sur cette photo. C'est une utilisation donc concrète, ici pour un hall commémoratif. Alors, je vous l'ai déjà dit, c'est un matériau très bon marché. Et ces briques ont été utilisées, largement utilisées par les populations locales pour construire leurs propres maisons. Vous en voyez quelques exemples ici. Donc, largement utilisées pour la reconstruction des villages disparus pendant ce tremblement de terre. Ces briques ont connu leur succès. C'est le premier projet pour lequel j'ai utilisé ce matériau. C'est un musée en pleine ville. Et la photo inférieure, eh bien, c'est un autre exemple d'utilisation de ces briques. C'est un centre international de biomédecine du groupe Novartis, donc situé à Shanghai. Donc, utilisation à la fois pour un projet situé en pleine ville et pour un autre projet à caractère international. Alors, j'ai quelques photos, malheureusement... Enfin non, une petite vidéo, excusez l'interprète, que j'ai tournée moi-même. Ce n'est pas une vidéo professionnelle, elle est sans prétention. Mais je vous la propose quand même pour que vous voyez un petit peu donc le contexte de fabrication et les applications de ces briques recyclées. Il y avait à l'instant un ajout de ciment.
Ce sont des conditions très rudimentaires. C'est une petite usine de fabrication artisanale. Environ, il y a environ 3 ans, cette petite usine a transformé les ruines en briques. Aujourd'hui, cette usine est à l'arrêt. Pendant le tremblement, après le tremblement de terre à Haïti, on s'est renseigné auprès de moi sur la fabrication de ces briques de Renaissance. Je ne sais pas si la même méthode a été adoptée à Haïti. Maintenant, je voudrais vous présenter un autre projet qui est également lié à la brique recyclée. C'est un musée sur le vin, un musée construit en ville. Bien sûr, ce musée porte aussi sur la protection du patrimoine. Les mots-clés de ce projet, c'est de réinterpréter la culture traditionnelle chinoise par des approches architecturales modernes. Ce musée se situe dans un vieux quartier
Voici une vue aérienne de la zone de protection. En Chine, on démolit souvent les immeubles délabrés et des fois, ce sont des immeubles qui ont une valeur historique. Et vous voyez que la zone de protection historique se rétrécit. Mon approche est la suivante. J'ai voulu que ce musée s'intègre dans le décor, qu'il n'y a pas de rupture entre le musée et les habitations du vieux quartier. Au cœur du musée, il y a des bâtiments de conservation entourés par des éléments traditionnels chinois comme des cours. J'ai aussi pris en compte les habitations environnantes pour que les contours de ce musée soient arrondis et que ce musée puisse se fondre dans le décor. Vous voyez la zone en forme de lettre T. Ce sont des immeubles historiques datant d'il y a environ 5 siècles. C'est donc un édifice de valeur historique. Les zones en gris clair sont des nouveaux bâtiments construits constituant le musée. Dans la zone en gris foncé, c'est un atelier de fabrication de vin où on continue de fabriquer du vin avec la méthode ancienne. La zone en gris clair abrite aussi une usine de fabrication de vin, mais on y fabrique du vin avec une méthode moderne. Les visiteurs ont donc la possibilité de découvrir 2 méthodes de fabrication de vin. C'est un musée qui célèbre le patrimoine vivant. Voici quelques plans d'étages où on voit le mélange de bâtiments historiques et de nouvelles constructions. La ligne rouge est le parcours des visiteurs. C'est un parcours sinueux. Le visiteur alterne entre des espaces intérieurs et extérieurs. C'est une visite. La visite offre une expérience enrichissante où on découvre le procédé de fabrication de vin, où on déguste de l'alcool. Voici une maquette. Voici des habitations, des bâtiments historiques et à l'extérieur, des bâtiments nouveaux. Une photo du musée. La façade est construite à partir des briques de Renaissance dont je vous ai parlé. Elle ressemble beaucoup aux briques utilisées auparavant. Voici une cour. Voici quelques photos du site historique, l'atelier de fabrication de vin. Les grandes cuves. L'atelier est toujours en activité et fabrique du vin à la méthode traditionnelle. À droite, la nouvelle usine, le nouvel atelier où on fabrique du vin avec une méthode moderne. Les structures de ces 2 usines se ressemblent. Il s'agit d'un équilibre délicat. Il faut penser l'aération, penser à favoriser les bonnes bactéries pour fabriquer du vin. Quelques scènes de travail. Encore 2 photos, une de l'ancien atelier, l'autre de la nouvelle usine. On a du mal, l'un de ces bâtiments utilise des briques de Renaissance et l'autre des briques traditionnelles. Vous aurez du mal à distinguer les deux. Voici une vue de la cour avec des bambous.
Dans ces immeubles, les façades sont aussi construites à partir des briques de Renaissance. Et nous avons aussi utilisé un matériau innovant, des bambous compressés. Il s'agit de réinterpréter les éléments de la culture traditionnelle chinoise avec une approche architecturale moderne. Ces immeubles sont à la fois traditionnels et modernes. Une autre photo des briques de Renaissance. Bien sûr, les briques peuvent être utilisées comme elles sont, mais aussi peuvent être cassées avant d'être utilisées pour créer un autre effet. Lorsqu'une brique est cassée en deux, son prix reste le même. Néanmoins, on obtient un effet différent, un effet du mur inégal. Je passe au autre projet, le centre de biomédecine de Novartis à Shanghai. Ces mots-clés sont aussi le recyclage et l'écologie. Cet institut est très important pour le groupe pharmaceutique. Le groupe Novartis a une tradition. Il construit des laboratoires et invite des architectes célèbres du monde entier à concevoir leurs laboratoires, leurs immeubles. En faisant ainsi, Novartis espère d'intégrer des éléments locaux dans leurs immeubles. Et les architectes venant du monde entier peuvent ajouter une touche de culture du monde à leurs immeubles. Les Suisses, comme nous le savons, sont rigoureux. En ce qui concerne la conception de l'immeuble, j'ai préféré une approche sobre et conservatrice. Les Suisses ont beaucoup de règles qu'il ne faut pas enfreindre. Vous voyez un plan d'étage. Cet immeuble est conçu par un architecte chinois, celui-ci par un architecte chilien. Cet architecte a remporté le prix Pulitzer. Celui-ci est construit par l'architecte japonais Kuma. En somme, ces immeubles sont conçus par les architectes du monde entier. Il faut relier la technicité et le fonctionnel dans la conception de Novartis. En plus, Novartis est un groupe suisse. Donc, travailler pour les clients chinois et travailler pour les clients suisses, c'est vraiment pas la même chose. Les Suisses ont des exigences très élevées en matière de technique. En plus, les Suisses me demandent d'intégrer les éléments traditionnels chinois tout en respectant leurs exigences techniques. Il m'a fallu 6 ans pour concevoir cet immeuble. Pendant 6 ans, nous avons des réunions hebdomadaires pour échanger. Il y a beaucoup de procédures, de protocoles à respecter. C'est très différent que travailler pour un client chinois. En Chine, tant qu'on a le feu vert du client, l'architecte a les mains libres pour créer. Je suis chargé d'un immeuble, un immeuble principal d'une trentaine d'étages avec une cour. J'ai adopté quelques éléments chinois, des styles chinois, mais pas de symboles chinois. Par exemple, des petites cours au centre de l'immeuble, un chemin sinueux à l'image d'un jardin chinois. J'ai aussi adopté des matériaux de construction de Chine traditionnelle.
Néanmoins, j'ai évité d'utiliser des symboles chinois parce que j'ai voulu que cet immeuble soit moderne tout en ayant une touche chinoise. Voici un deuxième plan d'étage. Le parcours est sinueux à l'image d'un jardin chinois. Il a fallu de nombreuses années pour construire, 6 ans pour construire cet immeuble. Deux matériaux de construction sont utilisés. Une, la brique, l'autre, le bambou. Le bambou est utilisé pour construire la façade. Ces bambous ne sont pas immobiles. Ils ne sont pas alignés. Néanmoins, les Suisses n'aiment pas l'idée que ces bambous puissent bouger. Ils préfèrent un alignement. J'ai essayé d'expliquer aux Suisses que ces bambous ressemblent à des cils. Et comme le cil abrite les yeux du soleil et de la pluie, ces bambous abritent l'immeuble du soleil et de la pluie. J'ai souvent utilisé des métaphores faciles à comprendre. Voici une photo de l'immeuble achevé. Vous voyez, ces bambous ressemblent beaucoup aux cils des yeux. Il me semble qu'il y avait aussi un architecte français qui avait participé à ce projet. Les exigences de Novartis sont claires. Il faut un meuble solennel. Aujourd'hui, beaucoup de bâtiments sont excentriques, mais les Suisses veulent un immeuble solennel. Peut-être trop conservateur pour un architecte chinois. Voici une vue de la cour. C'est aussi mon cabinet qui s'est chargé du paysage, du jardin. J'ai préféré le pin, les bambous, les fleurs de prunier. Ce sont des plantes préférées par des Chinois, par les lettrés chinois de la tradition chinoise. Cet immeuble sont des bureaux. Voici une vue de la nuit. Voici un hall. Voici une petite cour au centre d'immeuble. Dans les architectures traditionnelles chinoises, ces cours sont fréquentes. C'est un espace à la fois ouvert mais intime. Je me souviens d'une conversation avec un responsable suisse. Il me demande souvent pourquoi j'ai tenu à insérer des espaces verts au centre d'immeuble. Ça lui a semblé bizarre. Je pense que ce sont des différences culturelles. Je lui ai expliqué que la tradition chinoise aime bien créer des espaces d'intimité avec des plantes. Certes, il ne s'est pas opposé violemment à ce que j'insère ces espaces, ces petites cours, mais il avait du mal à me comprendre. Voici un mur avec des plantes. C'est pour permettre les travailleurs, les employés, d'avoir un lieu de rencontre, d'échange, un lieu de convivialité. Voici deux photos des matériaux que j'ai utilisés, le bambou et la brique.
Maintenant, je passe au prochain projet. Le part d'une four impériale à Suzhou. Il s'agit aussi d'une brique, mais c'est une brique très différente. C'est une brique utilisée pour revêtement au sol du Palais Royal de Pékin. Il s'agit d'une brique carrée. Concevoir un musée dédié aux briques, en réalité, c'est très difficile parce qu'on n'y montre que des briques. Alors, j'ai utilisé beaucoup de briques différentes afin de mettre en valeur l'histoire de la brique impériale. Le mot-clé de ce musée est donc la chronologie des briques. Alors, c'est une boue une terre très spécifique, un peu comme du limon fluvial, qui est utilisé, qui est concassé de manière très très fine et qui est ensuite cuite. Vous voyez, ces briques sont en fait très épaisses, très denses. C'est un procédé qui est très long. En fait, il fallait à l'époque 2 ans avant de pouvoir fabriquer un lot de briques telles que vous la voyez ici, noire, de forme carrée. Qui ressemble en fait à celle que j'ai utilisée pour le pavement du centre Novartis. Mais là, c'est une brique traditionnelle. Le procédé de fabrication était très très strict. Ce sont des produits de très haute qualité. Donc, ici, vous voyez un canal. C'est un canal qui a déjà plus de 1000 ans et qui permet un acheminement direct jusqu'à Pékin, jusqu'à donc la cité interdite. Donc j'ai voulu retranscrire ce voyage de la brique du four à la cité interdite. Donc vous voyez ici une coupe. Vous voyez ici dans le fond des zones résidentielles et j'ai voulu créer un édifice qui soit, si vous voulez, séparé de ces zones résidentielles afin de créer un espace qui lui soit propre. Il y a une petite vidéo, un petit film après qui sera peut-être beaucoup plus clair. Donc vous voyez ici tout en bas ces zones résidentielles, ces quartiers populaires. Là, c'est une autoroute. Donc j'ai voulu créer un espace indépendant dans cet environnement. Donc d'abord en créant un itinéraire ainsi qui va de l'avant, qui va de l'arrière et qui permet d'entrer progressivement dans le musée et qui se promène. Enfin, cet itinéraire permet de se promener parmi les fours. Il y a quelques aspects que l'on peut ramener au projet dont je vous ai parlé précédemment, qui est celui du musée des statues de pierre bouddhique. Une vue de ce musée. Il a fallu rassembler un certain nombre de ressources ici. Parce que j'ai voulu en fait créer un édifice qui ressemble à un palais, sans qu'il soit véritablement un palais, puisqu'il parle des fours impériaux. En termes de proportions, j'ai utilisé et je me suis inspirée d'éléments traditionnels chinois, des palais chinois, mais c'est un four.
Là, un pont situé sur le site qui permet de franchir un fleuve. Mais vous voyez qu'il est transparent, c'est-à-dire que la lumière y passe d'un côté et de l'autre. Donc vous voyez ici une vue de l'extérieur, vous voyez bien qu'aux alentours, il s'agit d'un environnement urbain. Un plan où l'on voit le hall principal, enfin une succession de différents halls, de halls d'exposition, etc. Là voilà, le hall principal, c'est un hall d'accueil qui est haut, avec un puits de lumière, et puis une représentation un petit peu abstraite, ou en tout cas qui fait référence à des représentations physiques de palais ancestraux. Je n'ai pas trop l'habitude de manier ce petit curseur, mais voici l'emplacement du hall d'entrée. Alors ici, nous arrivons au premier étage. À l'instant, c'était le rez-de-chaussée. Ici, vous voyez eh bien, un navire utilisé à l'époque pour le transport des briques. Et vous voyez sur l'aile gauche les procédés de fabrication et sur l'aile droite eh bien, tout ce qui est acheminement sur le lieu de destination, à savoir la cité Antarctique. Autre hall d'exposition au deuxième étage qui retrace les différentes applications, utilisations de ces briques. Alors là, on arrive sur le toit, sur lequel eh bien, on peut se reposer, se détendre en y buvant du thé, par exemple. Voilà une vue du toit. Vous voyez le revêtement donc au sol, le pavement, ce sont des petites briques. Là, ce sont des briques rouges, donc on a une mixture, si vous voulez, de différentes briques utilisées ici. Donc c'est un escalier situé à l'arrière du bâtiment. Et en fait, il fait le tour d'un four. Et qui reprend également et qui fait écho également à des structures de palais ancestraux. Donc vous voyez ce four avec ce design circulaire qui mène jusqu'au ciel. D'autres matériaux largement utilisés. Alors, pour ce qui est des briques noires, ce sont des briques extrêmement bon marché, qu'on n'aime pas trop utiliser dans la construction, mais si on les brise, on en fait émerger la couleur noire qui, associée à la couleur rouge, donne vraiment un aspect tout à fait unique. Au milieu, ce sont des briques brisées en petits morceaux que l'on a associées à l'aide de ciment. Et sur la droite, c'est un exemple d'utilisation de bambou que l'on a solidifié et qui permettent donc de les utiliser sous forme de panneaux. Autre type de briques, des carrés, des rectangulaires. On a utilisé beaucoup de briques qui étaient utilisées, donc des briques utilisées aujourd'hui pour souligner et faire écho à toute l'histoire de la brique elle-même, donc au travers de ce musée.
C'est un lieu qui produit depuis de nombreuses dynasties des briques uniques utilisées pour la construction des palais impériaux, et ce depuis de nombreux siècles. Alors vous voyez que ce musée est entouré par un environnement urbain. Nous avons souhaité nous en dégager en créant cette longue galerie ou cet itinéraire qui permet aux visiteurs de pénétrer vers l'intérieur et dans le milieu du musée. Trois entités composent le musée. D'abord le hall d'accueil qui représente un palais impérial. Deuxième unité, une salle d'exposition qui retrace la fabrication, l'utilisation et le transport des briques. Et puis une dernière unité qui va retracer toute l'histoire de la brique. Ce musée utilise toute forme de briques produites aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement un musée de la brique, mais c'est aussi un hommage à la brique. C'est un film professionnel, hein. Moi, je suis un petit peu... je n'arrive pas à faire ce type de film, personnellement. Je vous ai donc dit que je m'intéressais de près à ces briques recyclées. Et en fait, c'est une initiative personnelle. Et j'en ai deux d'initiatives personnelles dans ma vie. Ces briques recyclées et ce mémorial de Wu Wei-shan. C'est un mémorial qui n'est pas comme les autres. Il porte le nom de Wu Wei-shan, qui est le nom d'une jeune fille décédée lors du tremblement de terre de Wenchuan. J'ai rencontré ses parents. Et je n'avais pas imaginé que cette rencontre aurait eu de tels impacts. Voilà Wu Wei-shan, qui est donc décédé, qui a donc disparu dans le tremblement de terre. Je ne l'ai jamais rencontré personnellement.
Donc ces tentes, ces baraquements avaient recouvert tout le site. Ce sont des baraquements d'aide d'urgence. Vous voyez ici quelques scènes juste après le tremblement de terre. Vous me voyez avec les parents de Wu Weishan. J'y suis allée avec Ai Weiwei, l'artiste Ai Weiwei. Nous y sommes allés ensemble. Il s'est ensuite investi dans ces listes. Il a retracé des listes pour retrouver tous les rescapés, enfin toutes les personnes disparues dans ce tremblement de terre. Ça, c'est une initiative de Ai Weiwei. Grâce à leur cartable. Voilà une maquette donc de ce petit mémorial. Il y a aussi un petit film que je vous passerai juste après. Bon, je vais d'abord parler un petit peu de cette photo. C'est dommage, cette vidéo était très très claire, mais peut-être qu'on va faire une petite pause, parce qu'on avait essayé à l'instant et tout marchait. C'est le plus petit édifice, ma plus petite réalisation, et je l'ai faite sur mes propres deniers. C'est ma toute petite contribution en forme de consolation pour les parents de cette jeune fille. Bien sûr, tout le monde est affligé par ce sinistre. On a même donné un peu d'argent à ses parents. Et puis finalement, on s'est dit que c'était peut-être pas tout à fait la chose qu'il fallait faire. Parce qu'en fait, on donne de l'argent, c'est plus pour s'aider soi-même que pour aider les autres. Donc, moi, tout ce que je peux apporter, eh bien, c'est une réalisation architecturale. Et j'ai donc souhaité leur créer ce petit mémorial pour les apaiser un peu leur souffrance. Ah, on peut le passer. C'est son cartable. Nous l'avons trouvé avant-hier. Est-ce que son corps a été trouvé? Oui. Ne pleure plus, sois forte. J'ai même trouvé ses dents de lait. J'ai tout gardé, ses dents de lait et le cordon. Vous imaginez combien on l'aimait. Sois forte. Voici des médicaments trouvés dans son cartable.
Nous n'avons qu'un seul baraquement. Quand il pleut, ça mouille partout. Maintenant, vous vivez dans un baraquement. Est-ce que le service public vous a aidé? Nous recevons de l'argent et du riz. Voici la photo de notre fille. Ma fille est très gentille. Quand je suis malade, elle reste toujours à mon côté, à me poser des questions. Maman, est-ce que tu vas mieux? À l'école, elle a présenté un spectacle avec ses camarades de classe. Elle est talentueuse et ce spectacle a remporté un prix à son école. J'ai une idée, je vais construire un petit mémorial pour votre fille. Un mémorial dédié à elle seule. Non, non, ne faites pas cela, ne vous agenouillez pas. C'est tout ce dont je suis capable. Si je construis un grand mémorial dédié à tous les sinistrés, à toutes les victimes, ce sera un projet de gouvernement. Mais je veux dédier ce mémorial à votre fille. À mon sens, ce sera un beau projet, si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord, je me lance tout de suite. Aujourd'hui, le matin, maman t'a vu partir. Tu étais vivante ce matin et tu es partie l'après-midi. Maman et papa, nous t'attendons. J'espère que tu pourrais être réincarnée et que je pourrai avoir un deuxième enfant et ce sera ton réincarnation et que cette fois-ci tu vivras très longtemps. Sois contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à toi. C'est un ange. Elle est un ange. Elle a un beau sourire. Aussi beau que le ciel bleu, que les nuages, que les lueurs des étoiles, qu'une fleur de lys, que des lumières de soleil. Nous aimons son sourire, mais elle est partie. Je ne mettrai pas de fenêtre. Change la maquette. Je mettrai plutôt un puits de lumière à la place d'une fenêtre. Je trouve que cet immeuble est irrégulier. Est-ce que c'est mon illusion? Je conçois une porte comme ça. Oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'on choisit comme revêtement au sol? Des briques rouges. Cela n'a pas d'importance. Choisis des stylos et écris à la porte. Je ne suis pas certaine. Ah, je suis enceinte. Elle est petite. Tu vas beaucoup manger pour nourrir ton bébé.
C'est très bien, les résultats sont très bien. Vous avez un beau bébé. Déplace-le, tourne-le. À l'automne, les fleurs d'osmanthus poussent. Ils sont forts. Les fleurs d'osmanthus ne sont pas très spectaculaires, mais elles sont très bonnes. C'est comme mon bébé. Il est tout petit maintenant, mais il a beaucoup de force de vie. J'espère qu'en écrivant ces caractères, en écrivant son nom, je peux la ramener à la vie. Parce qu'on regarde ainsi, c'est trop petit, ne le bouge pas. Je préfère avoir le cartable accroché ici, je trouve que c'est bien ici. Voici un puits de lumière et on accroche son cartable ici. Son dictionnaire cache ses secrets. C'est moi qui les ai trouvés. Regardez, elle a inscrit son nom et un admirateur a écrit un message d'amour. En fait, c'est un garçon qui s'est amouraché d'elle et il lui a demandé de lui emprunter son dictionnaire et il a inscrit ces mots d'amour sur son dictionnaire. Ah non, c'est toi qui as tout inventé. Venez par ici. Voici son portrait par Monsieur E. Ça lui ressemble beaucoup. C'est un portrait tout petit, avec beaucoup d'espace de blanc, parce qu'avec des espaces, on peut imaginer. Et c'est un mémorial de petite dimension.
Je vous ai montré le mémorial. Il est très petit, à peu près la même dimension qu'un parquement de fortune. Mais les murs sont plus épais. Ces baraquements, ces tentes de fortune constituent une mémoire collective, mais aussi une mémoire individuelle. Ce mémorial m'a beaucoup changé. Auparavant, l'architecture est souvent associée à la mode, aux différentes formes. Mais à travers ce projet, j'ai le sentiment qu'un architecte n'est pas forcément toujours dévoré par ses ambitions. Il faudrait laisser à côté ses propres ambitions et penser aux autres. Certains de mes confrères ont un grand ego et aiment bien se mettre en valeur, alors qu'en réalité, un architecte aurait pu agir dans les intérêts des autres, mais pas pour servir ses propres égos. Maintenant, je voudrais vous présenter un projet de grande ampleur. Certains m'ont demandé comment je fais pour passer d'un projet d'une grande ampleur à un projet modeste. Ma réponse est, je ne pense pas à mon propre ego, et je pense au contexte propre des projets. Mon travail n'est pas une démonstration de mes capacités. Si un architecte est trop ambitieux et ne pense qu'à lui-même, c'est quelque chose de très triste. Maintenant, je vous présente un projet d'une grande ampleur, le West Village. Il s'agit d'une habitation collective. Voici 2 photos montrant l'art de vivre de Chengdu. Le West Village est construit dans la zone au milieu. Regardez mon curseur. C'est tout un quartier. C'est un quartier qui s'étend sur environ 2700 mou. Mou est une unité chinoise représentant environ 1/15 d'hectare. Avant de construire le West Village sur ce terrain, il y avait des cours de tennis, des gymnases, une piscine et un terrain de golf. Ce sont des activités de sport assez exclusives et la zone est entourée par des quartiers résidentiels. Ces quartiers résidentiels sont comme des îlots isolés, sans point de contact. Et les promoteurs gagnent des fortunes en construisant des quartiers résidentiels. Ils se disent que maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette zone, ce terrain? Alors, ils ont parlé avec moi et ont décidé de construire un immeuble dédié à la vie commune et à la création. Bien sûr, il faudrait parler avec l'autorité locale. Cette zone, ce terrain, la propriété de ce terrain n'est pas isolée. Il est associé avec des quartiers résidentiels environnants. Donc, ce terrain ne peut pas être construit en tant que quartier résidentiel. C'est ainsi que j'ai conçu le West Village, un espace commun qui offre une variété de loisirs. J'ai un principe simple. C'est un bâtiment qui offre une diversité d'activités. Alors, je vais construire des espaces circulaires denses à l'extérieur, mais épars à l'intérieur. Bien sûr, il y avait des contraintes aussi. L'auteur de l'immeuble ne doit pas dépasser une certaine limite. J'ai pris en compte
toutes les contraintes, est conçu le West Village, une grande cour reliée par une piste cyclable. J'ai conservé l'ancienne piscine. La cour ressemble à la lettre C. C'est un choix qui m'a semblé naturel, aller de soi. L'auteur de cet immeuble, de ce complexe, ne doit pas dépasser 24 mètres. J'ai voulu maximiser la cour de création au milieu, l'espace au milieu. J'ai conçu des espaces verts, des espaces dédiés au sport, pas de sport de compétition, mais des sports de loisirs. Donc c'est très naturel finalement, ce complexe étant entouré par des zones d'habitation, que les pistes de course soient construites sur le toit. Si l'on fait le tour de ce bâtiment, on arrive à 1,6 km. C'est donc un bâtiment dédié aux activités de loisirs, mais il y a également des zones d'exposition, des bars, etc. C'est un complexe qui rassemble toute une variété d'activités. Cette cour est ouverte et accueille l'ensemble des habitants des zones d'habitation environnantes. Alors, ça n'a pas été si facile que cela à réaliser. On est bien loin de la simplicité d'un centre commercial, par exemple. Parce qu'il a fallu d'abord construire les contours et puis laisser tout cet espace intérieur aux populations locales. Donc il y avait une véritable responsabilité sociale ici. Voilà la maquette que j'ai réalisée. Vous voyez bien donc que cette réalisation est entourée par une véritable densité de zones d'habitation qui ne laisse pas d'espace aux activités publiques, pas d'espace aux lieux publics. Cette réalisation a vraiment remporté un franc succès. Beaucoup d'habitants locaux s'y rendent. 2 niveaux en souterrain, 5 niveaux en surface. Il y a des bibliothèques, etc. Il y a donc cette grande cour intérieure qui abrite également tout un tas d'activités. Alors, 24 mètres de haut, c'est la limite de hauteur. On a sur le rez-de-chaussée et le premier étage des activités plutôt commerciales. Elles sont assez hautes de plafond pour permettre la création de plateformes, d'étages intermédiaires. Les 3 étages suivants sont un peu plus optimistes. Et puis nous avons au dernier étage donc le toit avec les pistes de course notamment. Là, je suis vraiment partie des besoins véritables des gens en termes d'activité sociale. Alors ici, sur cette image, on voit une découpe de ce complexe puisqu'il est quand même assez gigantesque. Comme c'est une structure extrêmement dense, j'ai laissé des interstices pour laisser passer une certaine aération.
mais qui permet également l'écoulement de l'eau. Et on y a inséré tout ce qui est équipement et installation d'air conditionné. Ça laisse des respirations dans ce complexe très dense. Là, ici, vous voyez l'air conditionné, la circulation. Hein, et puis, on voit en transparence. Ici, eh bien, vous voyez donc des promenades, un terrain, il y a également un terrain de foot, un terrain de tennis. Il y a une cour à l'extérieur, une petite cour dans laquelle on peut se réunir pour y tenir une réunion ou également boire un thé. Et puis vous voyez à l'extrémité gauche des bosquets de bambou à l'ombre desquels on peut se relaxer. Donc c'est une esquisse, le schéma que j'ai créé au début. Pour certains, c'est parlant. Donc il y a une grande cour avec un stade. Et puis 5 à 6 blocs ou espaces différents. Mais il y a également un espace encore plus petit. En fait, chaque espace contient un espace encore plus petit pour avoir des volumes différents et adaptés à des groupes ou à des nombres de personnes différents. Donc c'est assez complexe, différentes couches, différentes formes, des espaces qui s'emboîtent les uns dans les autres. Donc vous voyez ici différentes représentations de ce que je viens d'illustrer. Donc des petites cours dans lesquelles on peut tenir une réunion de famille, on peut boire un thé, il y a également un théâtre dans lequel on peut voir des spectacles, il y a des galeries assez étroites dans lesquelles on peut aussi s'asseoir. Ce sont autant de petits espaces aussi de travail. Et cela permet également aux commerçants qui sont là de pouvoir personnaliser leur devanture. Ainsi, chaque commerçant a la possibilité de s'illustrer ou en tout cas la possibilité de se différencier. Bien sûr, j'ai pensé la construction de cette manière parce que ces commerçants qui sont finalement des clients, je ne sais pas véritablement ce qu'il leur adviendra dans quelques années. Peut-être qu'ils partiront. Donc c'est pour ça que j'ai construit ce bâtiment de cette manière. Ainsi, ils personnalisent d'une certaine façon cet édifice, cette réalisation. En fait, j'aime bien prendre la métaphore suivante, à savoir que ce complexe, cette réalisation est comme une bibliothèque, des étagères d'ouvrages et que chacun place à sa guise. Et puis, une fois que cette étagère de livres est pleine, elle est complète, elle est belle. Voilà une autre vue de la cour de l'Ouest, cour du village de l'Ouest. Vous voyez que le complexe est entouré d'un tas d'édifices de hauteur très variées. Vous voyez également la façon dont ce complexe s'insère dans la ville. Si l'on regarde la réalisation de la rue, on ne peut que le découvrir par morceaux et puis finalement, il ne ressort pas terriblement de manière
frappante puisque sa hauteur respecte celle des habitations alentour, ce qui permet également de ne pas, de ne pas créer de contraste trop brutal. Autre installation sportive du complexe. Je ne sais pas si la France fonctionne de la même manière que la Chine, mais aujourd'hui, le mode de consommation est devenu un paradigme, est devenu une lecture, un outil de lecture. Donc ici, en fait, ces espaces extrêmement ouverts ont permis la résurrection d'un certain nombre d'activités qui avaient été oubliées avec la société de consommation, avec le consumérisme ambiant. Voilà une passerelle ici. Voilà, certains aiment courir, on les voit ici s'exercer à l'activité. D'autres préfèrent la bicyclette, c'est ce que l'on voit ici. Mais c'est pas facile de tenir sa bicyclette, hein, parce que c'est pas très droit, ça monte un petit peu. Et ces sportives m'ont dit que c'était merveilleux parce qu'il n'y avait pas de feu rouge et à cause du revêtement fait en plastique, eh bien, quand leur portable tombe, ils ne se brisent pas. Vous voyez les habitations dans le fond. Une vue du toit sur lequel nous avons posé des rangées de briques, des briques recyclées qui ressemblent un petit peu à celles que l'on voit sur le mur, dans lesquelles nous avons planté. On y plante notamment du poivre, je ne sais pas si vous le savez, mais ou du piment, piment sichuanais qui est très prisé par les Sichuanais eux-mêmes. Et on espère qu'un jour tout cela deviendra rouge, cela nous ouvrira l'appétit. Voilà, avec quelques cultures maraîchères aussi. Là, on n'a rien planté, ce ne sont que des mauvaises herbes. Ici, donc, un escalier. Et puis le reste, comme je vous l'ai dit, ce sont les gens qui ont acheté ces espaces, qui les ont personnalisés. Ici, une vue du terrain de foot. Mais on peut aussi organiser des expositions, des marchés. Ici, c'est au tout début donc de la plantation des bambous. Aujourd'hui, ils sont magnifiques. On ne s'est pas vraiment penché sur l'organisation du paysage. On a voulu que cela reste naturel, brut. Pour que ce ne soit pas trop urbanisé comme paysage. Et à certains endroits, d'ailleurs, ce n'est pas du revêtement dur, c'est de la terre. On peut voir de la vraie terre. Vous voyez, ces bambous, ils ont bien prospéré. 3 ans après leur plantation, ils sont aussi hauts que sur la photo. Et alors, on peut, au pied de ces bambous, y dresser une table, quelques chaises, et puis y boire un thé, se relaxer, surtout quand il fait beau, et puis on y mange de la fondue du Sichuan. Des petites cours ici.
Alors parfois, le week-end, eh bien, on a des manifestations plutôt rurales, ce qui pourrait être comparé à des marchés aux puces, tels que